Salut, salut. Donc des gens arrivent. C'est normalement le dernier épisode de sur le trotskisme après Trotsky. On attend que les gens arrivent doucement. Et commencer la lecture des deux derniers chapitres. Enfin, le dernier, c'est vraiment la conclusion rapide. Salut, super famille, ça va? Fidèle parmi les fidèles. On finit le trotskisme après Trotsky. Donc juste avant que les gens arrivent là, j'attire ton attention, il y a un petit article dans l'anticapitaliste de cette semaine, enfin d'aujourd'hui d'ailleurs, sur le capitalisme chinois. Donc c'est dit, eh bien, les problèmes du capitalisme, etc. etc. Et c'est un truc intéressant de voir que... Donc il parle mutation capitalistique. Voilà, en fait ce qu'il explique c'est que les trucs productifs, visiblement qui marchaient très bien du capitalisme, à l'époque où il y avait un parti communiste, c'était assez rigolo. Bon, je vous invite à lire cet article. Mais alors attends. Donc là, crise de surproduction. Donc ça, je sais pas si c'est vrai, c'est possible. Euh, faiblement hausse marquée des exportations. Tu vois, pourquoi il y aurait une crise de surproduction s'il y a une hausse marquée? Mais bon. Alors, donc il faut rendre compte des caractéristiques propres du capitalisme chinois. Donc, surcapacité industrielle, épuisement de la finalisation. Alors attends, c'est quoi? Alors qu'elle n'a pas achevé sa mutation engagée par Deng Xiaoping après l'écrasement du mouvement hybride. Alors il s'est planté, hein, je crois il fait référence à Tiananmen en 89. Mais c'est pas achevé en fait. Je sais pas ce qui est pas achevé. Là c'est assez marrant. Alors visiblement le problème c'est l'appareil bureaucratique. Donc c'est le même appareil qui gérait le capitalisme d'État qui devient un problème pour le capitalisme tout court. Ça aussi, j'ai du mal à comprendre comment. Parce que 89, ça commence à dater. Hein. Ça a l'air de bien marcher le capitalisme chinois pour le coup. Bon, après explosion des inégalités, etc., etc. Ça, c'est un peu le principe. Et ensuite, alors, voilà, lui considérait que la collégialité du Parti communiste, la collégialité. Donc j'imagine que la direction, elle n'était pas monocéphale, elle était multicéphale, c'est ça qu'il veut dire. Enfin, il y a plein de choses dans cet article complètement anodin du journal, il y aurait plein de choses à dire sur le capitalisme chinois. Bon, après, j'y connais pas assez pour machin, mais il y a plein de trucs, ça me paraît bizarre, quoi. Voilà. Donc, alors, voilà, les liens souvent familiaux entre le public et le privé dans le système capitaliste chinois. Mais bon, on a quand même l'impression que c'est le cas dans beaucoup de capitalisme. Alors, les déclassés de la consommation, les restaurants désertés. Hmm. Voilà. Donc là, visiblement, c'est le problème de... Tout ça, c'est un peu bizarre, en fait. Il faudrait avancer. Oui, oui, bah n'hésite pas, parce que... tu sais, c'est court, hein, t'as vu, ça prend 3 minutes, mais il y a peut-être des choses à regarder. Peut-être l'article dont il fait référence, là, de Romaric Godin. Peut-être regarder, c'est peut-être plus détaillé. Mais bon, en tout cas, c'est assez fandard que, comment dire, que ça tombe pile poil là. Donc là, il n'y a aucun souci à parler de capitalisme, mais bon, visiblement, avant il y avait une mutation qui avait été commencée en 89, après l'écrasement. Il me semblait que c'était avant, hein, moi encore. Donc ils considèrent que c'était pas capitalisme avant, ou bien... C'est pas très clair, hein. Alors, qu'est-ce qui n'a pas achevé sa mutation? Elle. Alors... Alors qu'elle? C'est qu'elle qui, elle. Comme le souligne, il faut prendre en compte les caractéristiques propres du capitalisme chinois pour comprendre comment le pays est aujourd'hui confronté à des impasses qui sont celles des pays occidentaux avancés. Alors, qu'elle n'a pas achevé sa mutation? Qui est elle?
La société chinoise, le capitalisme chinois, c'est pas très clair. Donc voilà, c'était pour info, donc vous pouvez la regarder. Aujourd'hui, Pierre Rousset, crise et particularités du capitalisme chinois. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui, mais bon, on attend que tout le monde a... les masses viennent écouter. La fin du Tony Cliff. On va commencer du coup. Par contre, j'ai un peu la crève, désolé. Donc ici, on attaque le dernier chapitre. Donc je vous rappelle les prédictions de Trotsky, on va pas répéter ça à chaque fois, mais un petit peu. Effondrement de l'URSS après la Seconde Guerre mondiale, économie mondiale qui est dead et foutue, crise infernale, aucun moyen pour récupérer. Révolution permanente, donc grosso modo, plus aucune possibilité d'avoir du sortie du féodalisme, semi-féodalisme ou d'émancipation de l'impérialisme. Tout ça mis dans un même paquet alors que c'est pas tout à fait la même chose. Mené que par le prolétariat, en fait, voilà. Et le dernier, du coup, s'il y a tout ça, il y a la faillite de la social-démocratie et le développement massif des trotskistes et de la 4e internationale. Donc ça, c'était les prédictions de Trotsky. Donc on a vu que l'URSS s'est pas effondré puisque c'est un truc capitaliste d'État, au contraire. Et l'explication, c'est le capitalisme d'État. L'économie mondiale n'est pas morte, ça on l'a vu la dernière fois. Il y a 2 fois, pardon. C'est... comment ça s'appelle? Non, c'est la dernière fois. C'est l'économie permanente d'armement qui permet d'expliquer ça. Donc la course aux armements entre notamment les 2 blocs de chaque côté du rideau de fer. La révolution permanente, qu'il a appelé lui la révolution permanente déviée vers le capitalisme d'État, qui est en fait le fait de considérer que dans plein de moments, il n'y a pas le prolétariat qui intervient, il est trop faible, pas organisé, battu, whatever. Ou même quand il participe, c'est pas lui qui dirige. Et donc du coup, il y a eu plein de pays, et il prend 2 exemples, Cuba et la Chine, qui sont en apparence, en tout cas, émancipés de l'impérialisme, mener des réformes agraires, etc., pour créer des pays capitalistes d'État, et pas du tout de révolution mondiale, ce que serait normalement la théorie de la révolution permanente. Et donc on attaque le dernier truc, faillite de la social-démocratie et développement massif du trotskisme et de la 4e internationale. Donc ça aurait dû arriver à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Let's go. Alors, l'étude présente a commencé à juxtaposer les pronostics de Trotsky concernant la situation internationale après la Seconde Guerre mondiale et l'état des choses à l'heure actuelle. Ensuite, elle a décrit comment la grande majorité des trotskistes a fermé les yeux sur la réalité pour rester fidèle à la lettre de Trotsky tout en déviant complètement de son esprit. Trotsky aurait pu dire avec raison « J'ai semé des dragons et j'ai récolté des puces ». Donc ça, c'est vraiment pas très sympa. Mais je vous rappelle que Cliff a beaucoup de récriminations vis-à-vis de ses collègues de la 4e et donc du coup, il fait beaucoup de critiques très acerbes. Voilà, il vaut mieux éviter d'avoir ce genre de façon de discuter avec d'autres militants. Mais bon, c'est son style. Pourquoi cela s'est-il produit ? Pourquoi Mandel, Pablo et les autres dirigeants trotskistes, qui étaient très sérieux et pas du tout stupides, se sont-ils comportés d'une manière qui équivalait à vivre dans un monde imaginaire ? La raison en est que pendant les années noires de réaction, le nazisme et le stalinisme, ils se sont retrouvés très isolés, pratiquement sans aucun accès à la classe ouvrière. Au cours d'une aussi longue traversée du désert, assoiffés qu'ils étaient, ils ont succombé à des hallucinations, apercevant un mirage de verdure et d'eau fraîche. Donc là aussi, je laisse à Cliff les responsabilités de ses propos. Donc grosso modo, il considère que c'est parce que justement la défaite et l'isolement entraînaient en fait que juste faire vivre le marxisme, ça permettait en fait, ça permettait de voir des choses qui n'existaient pas. Et donc lui, il dit, en essayant de maintenir l'essence des enseignements de Marx, Lénine, Luxembourg et Trotsky, et en affrontant la réalité de la situation du monde après la Seconde Guerre mondiale, la tendance des internationales socialistes, donc qui deviendra le SWP en Angleterre, qui est toujours le parti actuel, a fait l'effort de développer 3 éléments de théorie. Donc c'est ce que j'évoquais en préambule. La définition de Russie stalinienne comme capitaliste d'État, qui explique sa longue stabilité et donc sa chute. La longue prospérité du capitalisme occidental prenant racine dans l'économie permanente d'armement, mais contenant en germe les crises futures. L'explication des victoires de Mao et de Fidel Castro en termes de révolution permanente déviée vers le capitalisme d'État. Y avait-il dans le monde réel des situations concrètes susceptibles de confirmer le lien existant entre ces 3 théories ? Il y en avait incontestablement. La survie et la puissance du régime stalinien en Russie étaient la clé des 2 autres développements. Voilà, donc ce qui va expliquer Cliff. Voilà, c'est le régime stalinien qui explique plein de choses.
Alors, d'abord, l'influence stalinienne a contribué de façon décisive à empêcher les profondes tensions sociales et politiques apparues à la fin de la Seconde Guerre mondiale de se transformer en révolution prolétarienne. Les tensions sociales sur le continent européen étaient alors bien plus aiguës et bien plus profondes que celles de la fin de la Première Guerre mondiale, qui avait provoqué des révolutions en Russie, en Allemagne, en Autriche et en Hongrie, et des situations pré-révolutionnaires dans un grand nombre d'autres pays. Si de telles révolutions ne sont pas produites en 1945, c'est à cause des partis communistes. Donc là, voilà. Donc ça, c'est aussi un truc important à comprendre. Cliff considère que il aurait pu se passer vraiment des trucs complètement radicalement différents à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Hein, le plus jamais ça, on aurait pu se transformer. Le fait de se battre contre les nazismes en disant on veut la liberté, ça aurait pu développer toute une autre alternative, puisque c'est quand même une des grosses faillites du capitalisme qui est la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et il considère que toute cette activité qui a eu lieu, donc qu'il va décrire, elle a été empêchée par les partis communistes. Et pour comment ? Bon, tirant profit de leur aura radicale, les dirigeants staliniens ont pu jouer un rôle central dans l'endiguement de la vague montante de la révolution et dans la sauvegarde du capitalisme. Donc Cliff attribue en fait le fait que ça ne s'est pas effondré après la Seconde Guerre mondiale à l'existence même de la Russie stalinienne. Les exemples de la France, de l'Italie et de l'Allemagne illustrent le potentiel qui a été perdu. En août 1944, c'est la résistance dirigée par le Parti communiste qui a libéré Paris des troupes nazies. La situation dans son ensemble était dans leurs mains. Il n'y avait pas de comparaison possible entre les communistes et les groupes politiques rivaux. Dans la politique de la guerre de Gabriel Kolko, donc Gabriel Kolko, c'est un historien qui écrit sur la Seconde Guerre mondiale. Et c'est super intéressant, j'invite les gens à lire les livres de Gabriel Kolko. Surtout ceux sur la Seconde Guerre mondiale, qui sont vraiment très bien. Explique que les groupes résistants d'idéologie gaulliste ont toujours été une petite minorité. Dans beaucoup de régions importantes, ils existaient à peine. Le Parti socialiste, lui non plus, ne bénéficiait plus que d'un infime soutien populaire. Les socialistes avaient été le parti par excellence de la Troisième République, donc la SFIO, ça s'appelait à l'époque, et leur entêtement compulsif à se maintenir en politique, même après l'établissement du régime de Vichy, aboutit finalement à l'exclusion par le parti des 2/3 de ses parlementaires pour collaboration et compromission. Après 1941, les socialistes disparurent littéralement en tant que parti et ne commencèrent à reconstituer leur rang qu'en 1944. Ouais, ça c'est clair. De toute façon, c'était pas vraiment un parti de militants, enfin il n'y en avait pas beaucoup là-dessus. Cela laissait terrain entièrement libre pour le Parti communiste. Les communistes dominaient l'organisation de résistance, les francs-tireurs et partisans, qui était le plus important. Ian Birchall décrit la situation en France de la façon suivante. Ian Birchall, c'est aussi un militant du SWP qui a écrit beaucoup de livres. La libération de la France de l'occupation nazie dans la seconde moitié de 1944 laissa le pays dans un état de fièvre. Au début, le gouvernement central contrôlait mal la situation. Dans de nombreuses municipalités, des comités de libération furent constitués. À Marseille, les autorités locales mirent en place un programme d'appropriation publique régionale sans même consulter Paris. Des tribunaux populaires furent constitués et 11 000 collaborateurs exécutés. Donc ça, c'est un truc qui fait partie effectivement de la libération, que comme il n'y a plus d'État, à ce moment-là, il y a une situation où il y a plusieurs pouvoirs qui s'affrontent. Et donc ce qui est écrit ici, c'est que, grosso modo, le Parti communiste avait ce pouvoir-là. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup de vengeance, notamment au moment de la libération. Alors, les comités de libération étaient pour la plupart contrôlés par le Parti communiste français, et le gouvernement n'avait pas le pouvoir d'intervenir. Le ministre de l'Intérieur les exhortant en vain de cesser d'agir de façon autonome. Donc en fait, l'État bourgeois contrôlé par De Gaulle avait très peu de pouvoir en fait sur ces comités de libération. Donc ça, c'est décrit dans un autre livre aussi qui est très connu, qui s'appelle La libération confisquée de Yvan Crépeau, qui est aussi un trotskiste de la 4e internationale très connu, que je vous invite à lire, donc je vous invite à lire le livre. Et donc, plot twist, c'est seulement l'intervention de Maurice Thorez, dirigeant du PCF, qui put les retenir. Il proclama « Les comités de libération locaux ne doivent pas se substituer à l'administration municipale et départementale, de la même façon que le Conseil national de la résistance ne s'est pas substitué au gouvernement. » Donc en fait, les trucs de pouvoir autonomes, ouvriers ou pas d'ailleurs, de la libération, le Parti communiste va faire en sorte qu'ils n'aient pas de pouvoir. C'est le même Maurice Thorez, d'ailleurs c'est le même Maurice Thorez qui avait aussi dit qu'il fallait savoir arrêter une grève en 1936, rappelez-vous. C'est le même Maurice Thorez de retour de Moscou qui lança l'appel « Une seule police, une seule armée, un seul État ». Donc un vrai slogan bien communiste
si on peut le dire. C'est ainsi que la résistance fut désarmée. Colco écrit, donc c'est un long paragraphe de citation, mais ça montre bien en fait ce que fait Thorez. Thorez disciplina la vieille direction militante regroupée autour d'André Marty et de Charles Tillon. Donc André Marty par exemple, c'est un révolutionnaire connu, il était aussi brigade internationale et c'était un sacrestal, qui furent finalement exclus. Il proscrivit les grèves et demanda aux ouvriers de travailler davantage et mit en place la dissolution des organisations de la résistance. Il subordonnait tout objectif social à celui de gagner la guerre. La tâche des comités de libération n'est pas d'administrer, donc le pouvoir ne doit pas servir de pouvoir, il faut laisser le pouvoir à la bourgeoisie, c'est ça qu'il disait, dit-il au comité central du parti de janvier 1945, mais d'aider ceux qui administrent. Ils doivent par-dessus tout mobiliser, entraîner et organiser les masses pour que l'effort de guerre maximal puisse être obtenu et soutenir le gouvernement provisoire, donc grosso modo la bourgeoisie française, dans l'application du programme mis en place par la résistance. En bref, au point critique de l'histoire du capitalisme français, le parti de la gauche refusait d'agir contre lui. L'unité de la nation, répétait Thorez inlassablement, était un impératif catégorique. Thorez, pire sociotraite de l'histoire. Ouais, c'est vraiment l'un des pires, lui. Pas faux. C'était vraiment une sacrée raclure. Ok. Le parti aida à désarmer la résistance et à faire revivre une économie moribonde et à créer suffisamment de stabilité pour permettre aux veilleurs de social un apport d'oxygène crucial. Et ne cessa de proclamer sa fierté de ce qu'il avait accompli. Ah ouais, ça aussi. Le parti de la libération qui a réinstauré grosso modo le gaullisme. Parce que c'est ça, en tout cas là. Et avec ça, on précise, on oublie, mais réinstaurer l'État français et pas la résistance, c'est aussi réinstaurer l'État colonial. Donc là, c'est pas dit ici, mais ça veut dire aussi ce qui permet sétif, ce qui permet plein de massacres. Si la résistance avait eu les mains libres, peut-être qu'il n'y aurait pas eu des massacres de Sétif, les autres massacres Tiroir, etc., etc. Donc le Parti communiste a vraiment une complicité très forte là-dedans. Et pour des années encore après. Maintenant, on passe à l'Italie. Alors, en Italie, c'est encore plus important. En Italie, la vague révolutionnaire monta peut-être encore plus haut. Pierre Brouet, alors si vous ne connaissez pas Pierre Brouet, c'est un écrivain trotskiste aussi, qui a écrit des pavés. Il a une bio de Trotsky, il a un bouquin sur la guerre d'Espagne, enfin la révolution espagnole. Il a plein de choses. N'hésitez pas à lire Pierre Brouet, c'est un classique du trotskisme. Donc en Italie, c'était l'agitation des travailleurs, et personne ne sera surpris d'apprendre qu'elle avait commencé aux usines Fiat, qui finalement ébranla le sol sous les pieds du régime fasciste et creusa la tombe de Benito Mussolini. Donc effectivement, il y a une victoire militaire, un débarquement en Sicile, puis une reprise de l'Italie, mais il y a aussi une révolte. Et Fiat, c'est au nord. Ok, la grève dans l'énorme usine Fiat se transforma en une grève générale qui renversa le régime le jour suivant. Un an après, en mars 1944, une protestation nouvelle et encore plus impressionnante se répandit à travers l'Italie occupée. Cette fois, les slogans des travailleurs étaient plus politiques, exigeant la paix immédiate, la fin de la production de guerre pour l'Allemagne. Les chiffres étaient supérieurs aux prévisions les plus optimistes. 300 000 travailleurs arrêtèrent le travail dans la province de Milan. Dans la ville même, les ouvriers du tram firent une grève le 1er mars et ne furent contraints de rentrer le 4 que par une campagne d'intimidation à leur rencontre. La grève se propagea au-delà du triangle industriel, aux usines textiles de Vénétie et aux villes d'Italie centrale de Bologne et de Florence. Les femmes et les travailleurs les plus mal payés étaient le fer de lance de l'agitation. À un moment ou à un autre, dans la première semaine de mars, des centaines de milliers de travailleurs posèrent leurs outils. Donc là, on est en 1944, encore pendant la guerre. La lutte de la classe ouvrière italienne au niveau social, politique et aussi bien que sous la forme armée se poursuivit sans désemparer et avec pour résultat que dès le début de 1945, les secteurs ouvriers de Turin étaient des zones où les fascistes et les Allemands ne s'aventuraient plus. Donc c'était aussi un des méthodes de résistance aux fascistes. Finalement, le 1er mai, la totalité de l'Italie du Nord était libérée, le 1er mai 1945. Le caractère insurrectionnel et populaire de la libération, qui a laissé une impression indélébile dans les mémoires de ceux qui l'ont vécu, était un fait accompli dans la plupart des quartiers. Dans les autres, il provoquait une angoisse profonde. Il y eut de terribles règlements de compte, avec peut-être 12 à 15 000 exécutions sommaires dans les jours qui ont suivi la libération, donc un peu comme en France.
Quant aux industriels du Nord, ils avaient compté sur une passation indolore du pouvoir des fascistes aux autorités anglo-américaines. Donc ça, c'est les patrons qui avaient collaboré, en tout cas, et qui pensaient qu'il suffisait de donner le pouvoir aux capitalistes, cette fois occidentaux, et que ça allait être tranquille. Au lieu de cela, ils trouvèrent leurs usines occupées, les ouvriers en armes, et un délai d'une dizaine de jours entre l'insurrection et l'arrivée des Alliés. Donc il y a cette zone en fait où il fallait attendre l'armée de libération entre guillemets alliée pour arrêter en fait la grève et l'insurrection. Dans les quelques mois suivants, la peur d'une révolution socialiste imminente resta très forte dans les milieux capitalistes. Alors, le fait que cette révolution ne soit pas produite est dû par-dessus tout au contrôle exercé par le Parti communiste italien. Donc toujours Brouet qui écrit: le Parti communiste italien, cette section de l'international communiste sous le contrôle direct de Moscou, fit des avances aux notables, aux fascistes repentis, aux maréchaux et aux princes de l'Église, et leur proposa un compromis qui devait les sauver tous de la pression de la rue, en échange de postes ministériels et donc d'une reconnaissance légale pour l'agence moscovite en Italie. Et donc, comme pour Thorez en France, le rôle clé joué par le dirigeant communiste italien Togliatti, qui lui aussi rentrait d'un long séjour à Moscou. Ginsburg écrit: à son arrivée à Salerne, Togliatti informa ses camarades au milieu d'un certain étonnement et d'une certaine opposition. J'imagine très bien le mec qui débarque de Moscou, il a l'onction du petit père des peuples, Staline, et il leur dit tout l'inverse de ce qu'eux ils pensaient faire qui était bien. Voilà, donc une certaine opposition de la stratégie qu'il entendait que le parti suive dans l'avenir immédiat. Les communistes, dit-il, devaient mettre en sourdine leur hostilité envers la monarchie. Ainsi, ils devaient convaincre toutes les forces antifascistes de participer au gouvernement royal, qui contrôlait désormais toute l'Italie au sud de Salerne. Entrer au gouvernement, proclamé Togliatti, était le premier pas pour réaliser l'objectif essentiel de la période, et là c'est très important, l'unité nationale contre les nazis et les fascistes. Alors, si on se rappelle... Non, on ne se rappelle pas parce que je l'ai fait dans un autre stream sur comment vaincre le fascisme, et que quand vaincre le fascisme, Trotsky il insiste que il faut faire l'union notamment avec les sociodémocrates contre le fascisme, et mais pas la droite, que les sociodémocrates avec les travailleurs, l'unité de la classe et le front unique. Donc il fait tout un développement là-dessus. Et il est opposé à l'époque par les communistes qui disaient que la social-démocratie, c'est la pire chose sur Terre, c'est à cause d'elle qu'il y a le capitalisme, et c'est à cause d'elle qu'il y a le fascisme. Donc c'est un pire ennemi que le fascisme. Et on voit donc, après la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste dire que là, tout le monde, y compris les bourgeois, en fait ça ira très bien du moment que c'est pas des fascistes. Et donc ils appellent à l'unité nationale contre les nazis et les fascistes. Donc à 180 degrés de la position qu'ils avaient 10 ans auparavant. Bon, après il y a eu la guerre entre temps, mais n'empêche. Le but principal des communistes devait être la libération de l'Italie, et non une révolution socialiste. Togliatti insistait sur le fait que l'unité du temps de guerre devait, si possible, se prolonger dans la période de reconstruction. Cette grande coalition devait comporter, que l'unité du temps de guerre, il manque une virgule, en fait qu'il fallait continuer à ça et il fallait reconstruire. Et donc reconstruire, ça veut dire faire bosser les gens. Cette grande coalition devait comporter non seulement les socialistes, mais aussi la démocratie chrétienne. Dans un discours tenu à Rome en juillet 1944, il caractérisa la démocratie chrétienne comme un parti qui avait dans ses rangs une masse de travailleurs, de paysans, d'intellectuels et de jeunes qui partagent fondamentalement nos aspirations parce que, comme nous, ils veulent une Italie démocratique et progressiste. Ce qui est assez ouf, quand même, d'entendre ça, enfin de le lire en tout cas. En avril 1944, Togliatti affirma que les partis du Comité national de libération devaient jurer fidélité au roi et rentrer dans le gouvernement du maréchal Badoglio, qui avait été commandant en chef sous Mussolini et chef des troupes italiennes d'invasion en Abyssinie en 1935. Donc on parle quand même d'un sacré gugus. Et pourtant, Togliatti devint même ministre de Badoglio. Donc, Super Family, tu peux rajouter Togliatti à ta liste de super traîtres de l'histoire. On continue, il y avait aussi des choses en Allemagne, et ça c'est plus intéressant, je pense que là les gens ils connaissent moins la situation, donc on peut lire ce qui s'est passé en Allemagne. Notamment au moment de la libération en fait contre le nazisme. En Allemagne, la situation révolutionnaire est encore plus complexe qu'en France et en Italie. Pourtant, là aussi, il y avait un potentiel révolutionnaire inutilisé. Il est vrai que la répression nazie... Les Stalles, pire sociotraite de l'histoire, tu m'étonnes. Il est vrai que la répression nazie avait rendu la résistance au Troisième Reich
extrêmement difficile, mais c'était seulement un des côtés de l'équation. Les capacités de lutte furent aussi systématiquement affaiblies de l'intérieur du camp anti-nazi. Donc, là je l'évoquais tout à l'heure, en 1933, la direction politique désastreuse des réformistes du SPD et par-dessus tout du Parti communiste le KPD, sous le contrôle de Staline, avait laissé les travailleurs allemands désabusés et confus face à la prise du pouvoir d'Hitler sans réelle opposition. Donc ça, je vous renvoie au stream et à la vidéo que j'ai fait sur Comment vaincre le fascisme, les 2 textes de Trotsky qui évoquent exactement cette chose-là. La signature en 1939 du pacte Hitler-Staline avait brisé le moral des communistes allemands, qui constituaient la seule résistance de masse aux nazis. Tu vois, bon, ils étaient quand même dans la clandestinité en 1939, je te cache pas. On peut voir ainsi dans le nombre des tracts illégaux saisis par la Gestapo, qui passèrent de 15 922, j'adore le nombre, la précision, toute nazie et allemande du nombre de tracts saisis, à 1277. Donc plus d'activité illégale, donc plus d'activité clandestine. Même au cours de la guerre, la tactique des Alliés semblait calculée pour décourager toute révolte contre le Troisième Reich et produire à la place une morosité passive. À l'Est, Staline proclamait qu'il menait la Grande Guerre patriotique. Et la cible cessa d'être le régime nazi pour devenir l'ensemble des Allemands. Bon, ça c'est un classique, puisque c'est des nazis, tout est permis, donc ça a été vraiment la politique des Alliés et de la Russie. De bombarder, de tuer de manière indistincte les nazis et les Allemands. Alors je sais qu'il y a des fois c'est pas facile, surtout pendant la période. N'empêche que c'est devenu une méthode de massacrer toutes les populations, de bombarder les civils en permanence pour lutter contre un régime, y compris militaire. Alors, la propagande anti-allemande, pratiquement raciste de la Russie, alors bon, pas raciste, mais bon, vous avez compris, de la Russie a contribué à saper tout développement d'un mouvement de résistance contre les nazis. À longueur de colonne, dans la presse soviétique, Ilya Ehrenburg répétait la phrase « Le seul bon Allemand est un Allemand mort ». Donc Ehrenburg, c'était un dirigeant communiste, Ehrenburg. Ilya. Je me souviens, donc là c'est Cliff qui cite, d'un court article signé de lui dans lequel il racontait comment un soldat allemand se trouvant face à un soldat russe avait levé les mains en disant « Je suis le fils d'un forgeron ». Comment mieux formuler une appartenance à la classe ouvrière? Quelle fut la réaction du soldat russe? Ehrenburg écrit « Le soldat russe répondit « Tu es un Allemand et responsable des crimes des Allemands ». Sur quoi il plongea sa baïonnette dans la poitrine du soldat allemand. Voilà, donc ce qui est évidemment normalement un crime de guerre de tuer des gens désarmés, mais il y avait effectivement la phrase où toute solidarité, fraternité, minage du régime et tentative de faire soulever les gens contre le régime qui était complètement abandonné, on pouvait tuer des Allemands de manière indiscriminée. Ok, les soldats allemands avaient mis un terme à la Première Guerre mondiale en faisant une révolution contre le Kaiser. Donc ça, on parle évidemment en 1918. Mais dans les conditions de la Seconde Guerre mondiale, aucun mouvement semblable n'a pu voir le jour, car comme le formulait un soldat, « Dieu veuille que nous ne perdions pas la guerre, si la vengeance s'abat sur nous, nous allons passer un mauvais moment. » Et donc oui, bon, ça paraît logique, à partir du moment où tout s'escalade, clairement il y avait ce qu'il appelle une passivité contre le régime, parce que en fait ça bombarde, ça tue, et un bon Allemand est un Allemand mort. Malgré tout, les germes de la révolution étaient présents. À la fin de la guerre, le couvercle de la répression fut soulevé, et les travailleurs allemands eurent enfin l'occasion de s'exprimer. Ce qui se révéla fut stupéfiant. Un gigantesque mouvement de comités antifascistes, ou Antifa, se répandit en Allemagne au fur et à mesure que de nouvelles régions étaient libérées du nazisme. Il y eut plus de 500 de ces comités, qui étaient de façon écrasante ouvriers dans leur composition. Pendant une brève période entre le renversement du régime nazi et le retour à l'ordre imposé par les forces d'occupation alliées, donc soit russes à l'est, soit anglaises et américaines à l'ouest, et françaises, les travailleurs furent libres dans un double sens. Non seulement la tyrannie nazie avait disparu, mais aussi, comme résultat du long règne de la Gestapo, l'influence paralysante des dirigeants sociodémocrates et staliniens se trouvait temporairement neutralisée. Donc là, il y a un espèce de truc spontané, puisqu'il n'y a plus d'organisation politique, ni de gauche, et plus d'État nazi, puisqu'on est dans le moment où il s'écroule. Et donc là, c'est en général, souvent qu'on apprend à ce moment-là que ça s'est passé, on apprend très peu ça dans les
Dans les trucs d'histoire, hein, on apprend que ils sont passés, les Russes et les Allemands, les Alliés sont passés comme un bulldozer, et on voit que les images de bataille. Et il y a quand même cet épisode-là qu'il faut retenir. Les antifas se développèrent de façon prodigieuse. À Leipzig, sur le territoire qui allait devenir l'Allemagne de l'Est, et puis du coup l'Allemagne après, il y avait 38 comités locaux revendiquant 4500 militants et 150 000 adhérents. Malgré les pertes causées par la guerre, la population était tombée de 700 000 à 500 000, hein, donc c'est quand même pas mal, 25% de réduction. Plus de 100 000 personnes participèrent au défilé du 1er mai 1945. À Brême, en Allemagne de l'Est cette fois, une ville dont 55% des maisons étaient inhabitables, donc la moitié de la truc bombardée, et où un tiers de la population avait fui, il y avait 14 groupes locaux avec presque 5000 membres. Une quinzaine plus tard, le chiffre était de 7000, 15 jours plus tard, le défilé du 1er mai. Beaucoup d'antifas étaient organisés sur le lieu de travail. Dans la Ruhr centrale, peu de temps après la libération, une assemblée de représentants des lieux de travail du bassin houiller comportait 360 délégués de 56 puits et de beaucoup d'autres entreprises. Voilà, donc on a une auto-organisation des travailleurs sur les ruines du régime nazi au moment où il y a juste la baston contre l'armée allemande. Donc les antifas étaient déterminés à extirper le nazisme. Des grèves se déclenchèrent qui exigeaient une purge des activistes nazis. À Brême et ailleurs, les bâtiments du syndicat nazi, le Front du travail allemand, furent réquisitionnés. Des libérés de camps de concentration étaient logés dans les appartements vacants des activistes nazis. Et les plus notoires de ces derniers furent remis aux autorités. Et donc Stuttgart alla plus loin et constitua ses propres tribunaux révolutionnaires. Okay, donc toujours la même dynamique au moment de la libération. On voit ça dans plein de libérations. Il y avait une conscience claire que seule la prise en charge des opérations par les travailleurs eux-mêmes pouvait supprimer le nazisme pour de bon. La mine du prince régent à Bochum appela à une grève générale politique et lança le slogan « Vive l'armée rouge », en référence non pas à l'armée soviétique mais aux forces insurrectionnelles de la révolution allemande de 21-23. Ce projet fut avancé selon lequel, dans l'état futur, il n'y aura plus d'employeurs comme par le passé, nous devons nous organiser et travailler comme si l'entreprise était à nous. Dans certains endroits, les ouvriers confisquèrent leurs usines et la direction prit la fuite. Les antifas mettaient en place leur propre milice d'usine et remplaçaient les commissaires de police et les maires par des gens nommés par eux. La situation à Stuttgart et à Hanovre était décrite comme étant celle d'une dualité de pouvoir. Donc ça c'est un classique. Quand il a commencé à l'auto-organisation, vous avez la coexistence de deux types de pouvoir, le pouvoir bourgeois habituel et le pouvoir ici d'auto-organisation organisé par les groupes antifas. On appelle ça une situation de double pouvoir. Les antifas ayant constitué leur propre police, conquis tout un ensemble de positions locales de pouvoir et commencé à organiser des services vitaux, tels que la constitution de réserves de nourriture. Donc là, on est, je rappelle, en 1945, pendant qu'il y a toujours la guerre contre les restes de l'armée autour de Berlin et autour d'Hitler. On continue. Le témoignage oculaire d'un fonctionnaire américain mérite d'être cité de façon extensive. Allons-y. Dans les zones largement dispersées, sous une quantité de noms différents et apparemment sans connexion entre eux, des mouvements unitaires anti-nazis ont vu le jour immédiatement après la chute du gouvernement nazi. Bien qu'il n'y ait aucun contact entre eux, ces groupes font montre de remarquables similitudes dans leur organisation et dans leur programme. L'initiative de leur création semble être dans chaque cas le fait de personnes actives pendant la période nazie et qui étaient en contact les unes avec les autres sous forme ou sous une autre. Les dénonciations de nazis, les efforts pour empêcher la reconstitution d'un mouvement nazi dans la clandestinité, la dénazification des autorités locales et de l'industrie privée, l'amélioration du logement et la constitution de réserves de ravitaillement, ce sont là les questions qui préoccupent prioritairement les organisations nouvellement créées. On est donc fondé à conclure que ces communautés représentent la jonction spontanée de forces de résistance anti-nazie qui, aussi longtemps que le régime de terreur s'est maintenu, étaient demeurées impuissantes. Ok, on continue. Le rapport poursuivait en mettant en contraste les activités de la gauche qui insistaient sur l'éradication de toute trace de nazisme comme condition préalable à un tout nouveau départ, et celle de la droite qui se concentrait sur la tentative de préserver dans les ruines du régime hitlérien tout ce qui pouvait être utilisable. Et donc là, on a le classique de comment on se débarrasse des anciens nazis en Allemagne. Ok, et là, ces antifas n'ont pu exister dans chaque localité que pendant de courtes semaines, opposés qu'ils étaient non seulement aux forces d'occupation, y compris l'armée russe, mais aussi aux staliniens dans le mouvement ouvrier. Dès que le contrôle des forces d'occupation s'affermissait, ils étaient interdits. Donc les antifas ont été interdits par les Alliés et par les Russes.
Ceci s'applique bien au secteur oriental contrôlé par les soviétiques qu'à l'ouest. Donc voilà une autre formulation de ce que je viens de dire. Les antifas furent dissous avec la complicité active des deux partis ouvriers, donc le SPD et le KPD. Après l'accord de Yalta, donc si vous ne savez pas, c'est l'accord qu'il y a entre Staline et c'était Roosevelt encore à l'époque, de où est-ce qu'il y a la frontière et qu'est-ce qu'on décide. C'est à ce moment-là où ils décidèrent de couper l'Allemagne en deux et Berlin en deux. Hein. C'est à Yalta. Les staliniens du KPD acceptèrent que les alliés occidentaux aient le droit de contrôler leur sphère d'influence et ne toléraient aucune action indépendante à l'Est non plus. À l'Ouest, le SPD réformiste n'avait aucun intérêt à se faire le champion de la Révolution, de telle sorte que la période en question fut brève, seulement quelques semaines dans chaque localité au printemps 45. Malgré tout, elle avait démontré le potentiel de pouvoir ouvrier qui devait être neutralisé dans une large mesure par le stalinisme, à la fois par en haut et par en bas. Ok, donc ça conclut en fait ce que voulait expliquer Cliff, qui est que il pouvait y avoir une autre issue à la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, et pas une issue aussi... enfin pas celle-ci, il aurait pu se passer plein de choses, mais que grosso modo, la domination de Staline et du stalinisme a étouffé en fait toute nouvelle situation. Donc on conclut, si conformément à la prophétie de Trotsky, le régime stalinien n'avait pas pu survivre à la guerre, donc voilà où on arrive au raisonnement, il est évident que les partis staliniens de France et d'Italie n'auraient pas eu le pouvoir énorme de préserver l'ordre capitaliste dans ces deux pays. Donc là, ça paraît logique. Okay. De même, la classe ouvrière allemande n'aurait pas été paralysée comme elle était après la chute d'Hitler. Là, pour les mêmes raisons. Donc en fait, ce qu'il explique, c'est que voilà, s'il n'y avait pas eu le régime stalinien, les partis communistes n'auraient pas eu autant d'influence. Du coup, la survie du capitalisme d'État a abouti à la survie du capitalisme occidental, car c'était leur intérêt à tous les deux d'éviter la révolution. Donc ça c'est clair, mais c'était un système de frères ennemis, et les alliés d'hier se sont retrouvés bientôt engagés dans une coûteuse course aux armements, la guerre froide qui a constitué la base de l'économie permanente d'armement qui s'est mise en place à l'ouest. Donc il explique que revenir sur la chute de l'URSS, ça montre aussi qu'il n'y a pas la fin de la guerre, la fin du capitalisme, mais au contraire un boom du capitalisme. Le lien entre l'existence du régime stalinien en Russie et la révolution permanente déviée en Chine et à Cuba est plus évident. C'est l'existence d'une Russie forte qui a inspiré les armées maoïstes dans leur combat prolongé contre l'impérialisme japonais et contre le Kuomintang de Chiang Kai-shek. C'est l'exemple d'une industrialisation forcée accélérée de la Russie arriérée sous la botte de Staline qui a inspiré les partis staliniens et les nouveaux gouvernements du tiers-monde pour lesquels elle était un modèle. Donc ça aussi, et c'est d'ailleurs toujours vrai. La politique stalinienne d'alliance avec les forces locales pro-capitalistes signifiait que l'impérialisme n'était pas renversé par la révolution des travailleurs. L'impérialisme a souvent pu se désengager politiquement des colonies sans avoir à relâcher son emprise économique. Là où des politiques capitalistes étatiques ont été mises en œuvre, des alliances avec le bloc russe ont pu se former. Mais la situation des travailleurs était toujours l'exploitation et l'asservissement au joug capitaliste. Donc là, il dit que, mis à part, y compris les autres, c'était toujours du capitalisme d'État, même quand c'était anticolonial. Voilà, c'est l'impérialisme a pu se dégager politiquement des colonies, mais conserver la domination économique. Et ça, c'est toujours grâce à la Russie stalinienne. Par conséquent, le pronostic de Trotsky concernant le sort du régime stalinien ne se réalisant pas, le reste de ses prévisions sur le développement dans les pays capitalistes avancés aussi bien que dans les contrées arriérées, comment j'aime pas ce terme, resta lettre morte. La Troïka, ce qu'il appelle lui la Troïka, capitalisme d'État, économie permanente d'armement et révolution permanente déviée, constituait une unité, une totalité embrassant les changements dans la situation de l'humanité après la Seconde Guerre mondiale. C'est là une affirmation du trotskisme en général, même si c'est partiellement sa négation. Okay. Le marxisme est une théorie vivante qui doit se perpétuer telle qu'elle est et en même temps changer. Cela dit, la Troïka n'a pas été conçue comme une unité et ne s'était pas constituée d'un coup. Elle était le résultat d'un certain nombre d'explorations prolongées des développements économiques, sociaux et politiques dans 3 parties du globe. La Russie, l'Europe de l'Est, les pays capitalistes industriels avancés et le reste du monde sous domination impérialiste. Les axes de recherche s'entrecroisaient continuellement, mais c'est seulement à la fin de ce processus que les interrelations entre les différentes sphères de la recherche sont apparues clairement. Donc là, il explique simplement que il donne une théorie qui a un paquet tout léché, mais en fait, c'était plus compliqué que ça.
C'est seulement du haut de la montagne que l'on peut voir les relations entre les différents chemins qui conduisent au sommet, et c'est à partir de ce point de vue avantageux que l'analyse a pu transformer en synthèse. La dialectique marxiste émergent triomphante. Ouais, bon, le lyrisme ici est peut-être pas nécessairement adapté. Allez, on continue. Comprendre les changements réels dans la structure de l'économie, de la société et de la politique dans le monde, avec les inégalités massives qui le déchirent, permet à son tour de saisir les possibilités concrètes réelles qu'ont les révolutionnaires de s'inscrire dans le processus du changement. Aujourd'hui, le régime stalinien du bloc de l'Est est mort et enterré. Le capitalisme mondial n'est plus propulsé par l'économie permanente d'armement. Donc ça, par contre, c'est peut-être plus tout à fait vrai. La voie capitaliste étatique dans le tiers-monde a été abandonnée, en même temps qu'une intégration économique globale plus tendue restreint considérablement la marge de manœuvre des classes dirigeantes locales ou des groupes aspirant à jouer ce rôle. Ça, c'est toujours vrai. À travers le monde, à l'ouest, à l'est et dans les pays en développement, des millions de travailleurs ont été licenciés, des dizaines de millions de chômeurs vivent à côté d'un nombre croissant de millionnaires et de milliardaires. Ça, c'est toujours une réalité. Donc la Troïka, la définition de la Russie comme capitalisme étatique, l'économie permanente d'armement comme explication de la prospérité d'après-guerre dans les pays capitalistes avancés, et la révolution permanente des vies, expliquant le succès du maoïsme dans le tiers-monde, pourrait paraître sans actualité pour les marxistes aujourd'hui. Ok, donc il dit que maintenant il n'y a plus la Russie, il n'y a plus vraiment l'économie permanente d'armement, et puis il n'y a plus vraiment de révolution maoïste. Donc il dit voilà. Mais elle ne l'est pas. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, le premier argument, c'est les idées survivent aussi longtemps après que les conditions matérielles qu'ils ont fait naître aient disparu. Bon, là, ici, il ne s'agit pas de conditions matérielles, c'est juste qu'on parle d'objets historiques qui n'existent plus. Donc, c'est pas tout à fait... La phrase est vraie, mais elle n'a pas de rapport avec ce qu'il vient de dire. Ok ? Un rond dans l'eau causé par un jet de pierre continue à se propager bien après que la pierre ait cessé de bouger. Voilà, donc il y a une espèce d'inertie sociale des idées. Ok ? Du coup, par contre, ça c'est vrai, les inerties, typiquement, là, si, les illusions concernant le régime stalinien survivent aussi bien parmi ses partisans que pour ses adversaires bourgeois. Après, les bourgeois, ils font pas d'efforts. Hein. L'idée selon laquelle la propriété étatique de l'industrie et la planification économique, même sans démocratie ouvrière, équivalent au socialisme est toujours vivante. Et ça, c'est vrai. L'idée qu'on peut se substituer à la classe ouvrière par juste un changement de forme de propriété sous forme étatique et que ça, c'est supérieur au capitalisme, c'est toujours vivant. Alors, c'est toujours vivant parce que, en partie, c'est un peu... On pense que... Pas tellement parce que ce serait la négation du capitalisme, mais c'est parce que pour un certain nombre d'industries, ça s'est révélé exact. C'est-à-dire que la privatisation, a entraîné l'inverse, c'est-à-dire un moins bon service, des conditions de travail dégradées, etc. etc. Mais en pratique, les conditions dégradées, un mauvais service, voire un service inexistant, voire défaillant, dans les entreprises d'État, ça existe aussi très bien. L'oppression, l'exploitation, ça existe aussi très bien dans les entreprises possédées par l'État. Et même mieux, si on reprend un bon exemple qui est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, où il y a eu des nationalisations massives de secteurs clés de l'industrie, ils ont été rationalisés. L'État français, le Parti socialiste en l'occurrence, a rationalisé, licencié, viré rationalisé en fait ces industries-là, qui ont été redonnées ou revendues au privé pour pas cher. Et donc ça, c'est vraiment l'histoire des années 80, l'histoire du socialisme. Où grosso modo, une nationalisation qui permet une privatisation plus tard, c'est typique de l'illusion qu'il y avait que la propriété étatique, elle est différente intrinsèquement. Un top tier, ouais. Intrinsèquement, elle est différente intrinsèquement du capitalisme. Et le capitalisme d'État, il montre que c'est pas le cas. La forme de propriété étatique n'implique pas, il faut étudier d'autres choses, notamment quel est le drive qui permet le contrôle de cette forme de propriété. Si c'est toujours le capitalisme, c'est que ta forme de propriété, elle est capitaliste. Et donc Mitterrand, aussi top tier comme social traite, je suis tout à fait d'accord. Après, lui, tout le monde le savait. Hein. Tu sais, le gars, il avait un dossier bien avant d'être élu. Hein. Donc les gens concluant lui, c'est qu'ils n'avaient pas lu la bio. Allez, donc on continue. C'est le plein emploi ou presque qui a suivi le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale qui a renforcé la séduction du keynésianisme. La théorie de l'économie permanente d'armement était la seule alternative marxiste sérieuse au keynésianisme pour expliquer la situation de l'époque.
Le keynésianisme, lui, il est toujours vivant et rigoureux et on présente aujourd'hui comme la solution de rechange au libéralisme économique de marché. Et ça aussi, c'est vrai. C'est toute une discussion, notamment sur la France insoumise, où la politique économique est celle de Keynes, hein, qui consiste à satisfaire la demande pour augmenter l'offre. Et donc, l'intervention de l'État permet ça, politique de l'offre. Et donc, c'est le programme de l'AFI. Ok. Et donc, ce qu'on sait, c'est que ce programme, il n'amènera pas la prospérité lui-même. Alors, ponctuellement, ça peut marcher. Là, j'ai lu un article aujourd'hui sur l'insolence de réussite du capitalisme espagnol, alors qu'il est dirigé par de la gauche formellement, qui a fait quand même pas mal de mesures qui sont beaucoup plus à gauche que le macronisme. Et là, effectivement, le taux de croissance est l'un des plus élevés d'Europe, en tout cas cette année. Donc, jusqu'à combien de temps, on verra là-dessus. Mais bon, l'idée, pareil, hein, que on peut améliorer l'économie, ça évidemment, ça n'a pas changé. Les idées du maoïsme ont encore de l'attrait pour beaucoup de gens, tu m'étonnes, en particulier dans le tiers-monde. L'image de Che Guevara a encore un grand prestige en Amérique latine. L'idée que seule la classe ouvrière s'organisant pour une lutte pour le socialisme, conduite par des marxistes révolutionnaires, peut mener à bien la révolution n'est pas très répandue dans les mouvements de libération nationale. Okay ? Donc ça, c'est clair que la plupart des théories de la libération ne considèrent pas l'auto-organisation des travailleurs comme la condition, mais plutôt le... J'allais dire... le guévarisme, typiquement, c'est la capacité à amener la révolution en donnant l'exemple, plus que par l'auto-organisation réelle, notamment sur les lieux de travail. Ok, donc ça aussi, hein, c'est des illusions pour Tony Cliff, et donc ça, c'est dû aussi aux illusions dans le capitalisme d'État. Il y a une autre raison pour laquelle les trois théories dont il est question ici ont besoin d'être étudiées. Cela concerne la nature et la continuité de la tradition marxiste. Comme l'a formulé Trotsky, le Parti révolutionnaire est la mémoire de la classe ouvrière. Avant la mort de Trotsky, cette mémoire, la continuité réelle du mouvement était représentée par une masse d'individus. Donc ceci peut être montré de façon concrète. Et donc là, c'est assez marrant comme démonstration, j'aime beaucoup. Donc Tony Cliff, là, il va s'attacher à montrer qu'en fait, le marxisme, c'est une théorie vivante qui date du milieu du 19e siècle. Et donc la flamme, la théorie, le fait d'avoir la mémoire, la continuité des luttes, elle a été maintenue par des organisations qui étaient massives. Et le problème du trotskisme, c'était qu'on a quitté ça. On a quitté cette... il a fallu avoir une rupture de continuité, y compris dans cette tradition-là. Donc on y va. Donc la première internationale était constituée d'organisations relativement importantes, et bien qu'il y eut une interruption d'une vingtaine d'années entre la fin de la première et la fondation de la deuxième, des milliers de membres de la première rejoignirent la seconde. La troisième internationale, l'internationale communiste, naquit comme conséquence des grandes scissions de la deuxième. Donc ça, juste après la Première Guerre mondiale. Le Parti socialiste italien, lors de sa conférence de Bologne en 1919, vota pour adhérer à l'IC, apportant 300 000 membres. En Allemagne, le Parti social-démocrate indépendant, donc qui avait quitté le SPD en 1917, décida lui aussi de rejoindre l'Internationale communiste, rajoutant 300 000 membres. En 1920, donc le Parti communiste français, donc qui s'appelait normalement Section française de l'Internationale communiste, se sépara du Parti socialiste, SFIO, et c'est dans cette séparation, qui était relativement majoritaire, qu'ils ont embarqué le journal du PS, qui s'appelait l'Humanité. C'est pour ça que c'est toujours le journal du PC. Donc il rajouta 140 000 membres. Donc c'était pas mal à l'époque le PC en France. En juin 19, les socialistes bulgares votèrent pour l'affiliation, apportant 36 000 membres. Le Parti socialiste yougoslave, lui aussi un parti de masse, adhéra. Le Parti social-démocrate tchécoslovaque scissionna en décembre 1920, la gauche communiste conservant la moitié des effectifs et fondant un parti communiste de 350 000 membres. Vous vous rendez compte les effectifs monstrueux de ces organisations. Donc tout ça après la Première Guerre mondiale. Une scission similaire dans le Parti social-démocrate de la minorité de langue allemande ajoutait des forces supplémentaires, et après leur unification, le parti comptait 400 000 membres. Le Parti travailliste norvégien adhéra au Comintern au printemps 19. En Suède, la majorité du Parti socialiste, après une scission, rejoignit l'Internationale et 17 000 membres. Donc vous voyez, les nombres ils sont assez impressionnants par rapport aux ceux d'après, qu'on va voir. Malheureusement, il n'y a pas eu de vraie continuité en termes de révolutionnaires individuels entre l'internationale communiste de Lénine et de Trotsky du début des années 20 et le mouvement trotskiste dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale. En fait, le problème,
Bon, après, on pourrait identifier, mais grosso modo, le trotskisme, il est quand même associé pas mal à des groupuscules et plus du tout à des partis de masse tels qu'on voit ici. Écrasé entre le poids énorme du stalinisme, donc ça c'est une des raisons, et la terreur hitlérienne, l'organisation trotskiste a toujours consisté en petits groupes sur des marges des mouvements de masse. Okay, ainsi, le nombre de trotskistes à Berlin à la veille de la victoire d'Hitler était de 50. C'est fou, hein? Malgré la révolution espagnole de 1936, en septembre 1938, d'après le rapport de la conférence de fondation de la 4e internationale, le nombre de militants de la section espagnole se situe entre 10 et 30. On est quand même au moment où il y a la révolution en Espagne. Hein. Bon, après, effectivement, elle est défaite, mais bon. Après, ils doivent vraiment compter qu'un petit nombre de gens, hein, puisqu'il me semble qu'il y a des gens qui étaient proches des trotskistes, là, typiquement le POUM, et à l'époque, à mon avis, la 4, ils étaient déjà un peu sectos, à pas compter tout le monde. Donc les premières, deuxième et troisième internationales ont vu le jour dans des périodes de montée des masses. Ok ? Les organisations trotskistes sont nées dans une période tragique entre toutes de l'histoire de la classe ouvrière, la victoire du nazisme et celle du stalinisme. Voilà, donc ça explique un peu l'origine du trotskisme, c'est malheureusement, celle de la défaite. Si on ne comprend pas pourquoi pendant 2 générations le trotskisme était isolé et impuissant et les trotskistes enclins à perdre leur chemin, on ne peut qu'en venir à des conclusions pessimistes en ce qui concerne le futur. Comprendre le passé permet de voir clairement que l'heure du trotskisme, comme chaînon de la continuité du marxisme, est sur le point de sonner. Voilà. On verra. Il écrit ça en 99, bon, c'est pas encore ça. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il est aussi optimiste, mon cher Tony Cliff ? Eh bien, parce qu'il dit que le stalinisme, l'énorme obstacle qui a empêché le développement du marxisme révolutionnaire et du trotskisme, n'existe plus. Donc ça, c'est une réalité. Moi, je suis pas assez vieux pour avoir connu vraiment les grosses orgas staliniennes, mais un petit peu, quand j'ai commencé à militer, et on pouvait être emmerdé par, je me rappelle, la CGT. Tu posais ta table de gauchiste à une manif, et le mec de la CGT, il venait, il jetait ta table. Donc ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Donc j'ai connu un peu ça, mais vraiment pas beaucoup. Les prédictions de Cliff, c'est un peu comme celle de Trotsky pour l'instant. Ah, il en a fait qu'une là, qu'on allait gagner. Pour l'instant, on n'a pas encore perdu. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? En tout cas, pour l'instant, ce qu'il dit, c'est que... En tout cas, ce qu'il avait prédit, lui, Cliff, en 1950, c'était que la Russie était capitaliste d'État et qu'elle allait s'effondrer. Donc ça, c'était arrivé. Que l'économie permanente de l'armement, ça allait entraîner une crise très profonde. C'était arrivé. Et que, bon, c'était pas vraiment des régimes socialistes. Ça, il suffisait de regarder. En Chine et à Cuba. Donc, il y avait... Bon, tu vois... Il est un peu de ça, ce Cliff, mais il avait quand même pas trop dit de conneries sur ces trucs. Donc, on continue. Le capitalisme dans les pays avancés ne connaît plus d'expansion. Donc ça, c'est aussi une réalité. Les mots du programme de transition de 38, selon lesquels il ne peut plus être question de réforme sociale systématique et d'élever le niveau de vie des masses. Donc ça, effectivement, ça s'est révélé très difficile en France, par exemple, d'avoir une politique qui élève. Et la gauche, elle a même plus essayé depuis la période des années 90, après les années 80. La gauche occidentale, on va dire, a même plus essayé de réellement élever le niveau de vie des masses, mais c'est plutôt arrangé à moins le baisser par rapport à la droite, on va dire ça. Et encore pas tout le temps, si on se rappelle de la période Hollande. La théorie classique de la révolution permanente, telle qu'élaborée par Trotsky, est de retour sur l'agenda, comme le montre la révolution indonésienne de 98. Alors là, le problème, bon, encore une fois, c'est un truc qu'il va falloir discuter. Oui, il y a eu des révolutions, bon, indonésienne, il abuse un peu, pareil, mais on pourrait prendre l'exemple de la révolution tunisienne, où justement ça n'a pas débouché du tout sur une révolution permanente, hein, ni même sur du capitalisme d'État, ni même dévié, quoi. Et donc là, il faut vraiment comprendre quelle théorie on doit développer pour des pays comme sous domination impérialiste, quel type de libération il faut développer. Alors, la Troïka explique pourquoi, pendant une longue période, le système existant, le capitalisme, a perduré, même s'il s'affublait d'un certain nombre de déguisements. Donc là, il parle du capitalisme d'État. Elle montre en même temps les développements à l'œuvre qui sapaient cette stabilité. Pendant un certain temps, ces processus étaient de l'ordre moléculaire, c'est-à-dire petits, pratiquement invisibles à l'œil nu. Mais finalement, la quantité se transforme en qualité. Bon, ça, c'est pas terrible comme image, mais on va dire ça comme ça. Et le système dans son ensemble est secoué de crises et de convulsions. C'est alors, comme dit Marx, que l'humanité sautera de sa place et jubilera, bien creusé, vieille taupe. Donc ça, c'est une phrase classique. Il n'y a même pas la ref, là. C'est fou, ça. Cette traduction, elle n'est pas terrible. Hein. Il faudrait peut-être la refaire. Ok, eh ben, on peut finir. Hein.
du trotskisme après Trotsky, donc le dernier chapitre qui est relativement court. Alors 141, c'est quoi? 18 Brumaire, c'était ça la citation. Ok, ouais, je pense qu'elle déconne complètement les citations, mais bon. Allez, on termine sur la conclusion du Tony Cliff. Donc là, normalement, on a bien compris que ça s'est révélé exact. Les partis staliniens ont été à l'origine de tout ce qui a empêché la classe ouvrière. Alors on pourrait rajouter à la liste mai 68, on pourrait rajouter plein de trucs à la liste. À Prague, etc., etc. Il y a plein de moments dans l'histoire où la révolution iranienne en 79, donc effectivement, l'existence d'un pseudo-communisme et d'un capitalisme d'État, mais qui a des oripeaux du communisme à l'Est, elle a permis en fait que l'influence de ces groupes, de tous les groupes qui se réclamaient de la révolution, soit dominée par le stalinisme, et du coup qu'il a une influence très néfaste, puisque la révolution n'était même pas à l'ordre du jour, évidemment, pour les groupes qui suivaient Staline, mais plutôt le maintien de l'État et du glacis et du système capitaliste d'État russe. Donc là, on attaque le dernier chapitre, ce qui sera donc la dernière vidéo, dernière fin du trotskisme après Trotsky. Après, on pourra regarder d'autres bouquins de Cliff, comme j'avais promis. Donc continuons là-dessus. Donc, si conformément à la prophétie Trotsky, le régime stalinien n'avait pu survivre à la guerre, il est évident que les partis staliniens n'auraient pas eu le pouvoir énorme de préserver l'ordre capitaliste dans ces deux pays. Donc ça, c'est quelque chose qu'il vient de dire il y a 3 minutes. De même, la classe ouvrière allemande n'aurait pas été paralysée comme elle l'a été après la chute d'Hitler. Donc là, c'est le point qu'il fait juste avant. La survie du capitalisme d'État a abouti à la survie du capitalisme occidental, car c'était leur intérêt à tous les deux d'éviter la révolution. Donc là, il explique en fait que dans les deux cas, en fait, en pratique, le capitalisme s'est préservé par la création du capitalisme d'État. Et en tant que frères, ils avaient beau être frères ennemis, ils ont tous les deux intérêt à éviter la révolution. Tu l'as pas déjà lu ? Ah si, j'ai déjà lu en fait. Pourquoi il y a 2 conclusions du coup ? Ah oui, je l'ai déjà lu il y a 2 minutes. Je vous disais, je me répétais un peu. C'est exactement le même passage ? Mais on dirait. Ah, c'est pour ça que c'est... Ah, j'ai compris. C'est pour ça que les refs, elles sont pourries. Ok, et ben j'ai fini en fait. J'ai lu les 2 chapitres sans faire gaffe. Putain, vous voyez... Alors c'est un peu le problème de cet opuscule aussi, c'est que comme il y a beaucoup de redites, je me suis pas formalisé, mais effectivement ça je l'ai déjà lu tout à l'heure. Ok, donc ça nous permet de finir ce fameux livre, Le trotskisme après Trotsky. Donc je remets le lien ici dans le chat. Et donc ça termine en fait cette série sur le Tony Cliff. Et donc son bouquin, donc je le rappelle, hein, c'est un livre qu'il a écrit en 99, c'est quasiment son dernier puisqu'il est mort l'année d'après ou en 2001, je ne sais plus très bien, là-dessus. Et donc c'est un tout petit opuscule qu'on peut vous trouver donc entièrement disponible gratuitement sur marxist.org. Alors attends, est-ce que je peux revenir à ce truc ? Pourquoi ça marche pas ça aujourd'hui ? Bah ça marche pas du tout. Oh là 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 là. Toutes mes confuses, il n'y a rien qui marche dans leur site de merde. Il n'est pas terrible ce truc en fait. Voilà. Et donc ce bouquin, il permet de comprendre donc, ce groupe qui s'appelle les International Socialists, qui est donc une scission de la 4e internationale, et qui sera le Socialist Workers' Party, dont j'étais proche pendant des années, qui existe toujours en Angleterre. Donc je peux même vous mettre un lien si vous voulez regarder. Ils produisent quand même pas mal de trucs. Hop. Donc vous pouvez aller voir ce groupe. Alors ce qui est intéressant chez eux, c'est surtout qu'ils ont... Alors, bon, ceux qui ont développé la théorie de caisse d'État, mais bon, ça reste un groupe trotskiste, j'allais dire, assez classique par d'autres aspects. Typiquement sur l'antiracisme.
Ils sont aussi, il y a aussi plein de discussions à avoir sur l'Ukraine et comment ils envisagent l'impérialisme. C'est assez bizarre. Donc il faut lire leur texte. Alors, par contre, ce qu'ils ont, c'est un truc qui peut vous intéresser si vous lisez l'anglais. C'est un truc qui s'appelle. C'est où leur journal? Uh-huh. Tuc, tuc, tuc. Donc c'est pas là. Donc ça s'appelle International, je crois. National Socialisme Journal. Voilà. Donc ça c'est le truc théorique du SWP. Où, alors dans mon souvenir, on a accès en ligne à tous les articles. Ouais. Avant, il fallait s'abonner en papier, donc ils sortent un petit essai. Ils en sortent quarterly, donc j'imagine il y en a 4 par an. Et vous avez toutes les archives. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Ça remonte. Alors, je sais pas si ils ont tout numérisé, mais 2003. Et après, tout ça, c'est sur Marx Internet Archive de. Ah ouais, il y en a toute une série. Donc vous l'avez jusqu'en 2003. Moi j'ai ceux d'avant en plus. Ah non, il y a. Ouais. Ok. Many articles. Ah, il y a peut-être pas tout, ouais. Ah oui, il y a peut-être pas tout dans les trucs. Donc tout n'est peut-être pas. Voilà, vous pouvez lire Chris Harman. Est-ce qu'on peut tous les lire au moins? Chris Harman était encore en vie. Donc c'est un autre des trucs à lire de. Donc ça, vous pouvez lire ces trucs. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Ah, Sheila McGregor, elle est toujours là. Putain, c'est ouf. Dire que je connais ces gens. Voilà. Ah, John Mullen. Ok, donc du coup, voilà. En France, il y a des gens qui sont proches de cette organisation. Donc pas ONPA, mais un groupe qui s'appelle Autonomie de classe. En tout cas, ils m'ont dit sur Twitter qu'il y avait plein de cliffistes à Autonomie de classe. Donc je signale, pour celles et ceux que ça intéresse. Mais bon, vous lirez, moi je trouve que par exemple sur le racisme, on est sur des positions qui sont très class first, un peu classiques. Sur l'intersectionnalité, c'est très très mauvais aussi. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt cette orientation-là. Et puis je vous rappelle aussi sur l'agentivité des peuples, ils sont très très blocs, et donc un peu campistes sur les bords. Et ça, pareil, c'était pas c'était déjà un peu. Il y a tout un article, il faudrait que je le retrouve, qu'ils ont écrit pour dire que qu'ils ont appelé ça le campisme de la troisième voie, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être anti-impérialistes, euh, anti-impérialistes tout en. Parce qu'évidemment, quand on est campiste, c'est souvent qu'on prend un camp, on n'aime pas les US, donc on soutient la Russie à l'époque du rideau de fer, mais quand tu as développé la théorie du capitalisme d'État et que tu dis que c'est la même chose, eh ben, tu peux pas choisir un camp. Et en fait, ils ont trouvé une technique pour dire quand même qu'ils choisissaient des camps quand même un petit peu de temps en temps. Donc ça leur a amené à faire ça. Donc il y a eu toute cette discussion au moment de la guerre en Serbie en 99, où grosso modo le SWP ne soutenait pas le groupe de libération du Kosovo, là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Oh zut. Et en disant qu'en fait, le fait de vouloir créer un Kosovo indépendant, c'est aider l'impérialisme et, euh, et, et pas l'affaiblir. Et donc, du coup, ils étaient contre l'indépendance des Kosovars. Alors, après, avec d'autres arguments, un des arguments, c'est que si tu crées deux pays dans lesquels les ethnies, si tant est que tu puisses les définir correctement, donc les Serbes et les Kosovars, elles sont un peu mélangées, à partir du moment où tu traces une frontière, tu purifies ethniquement chaque côté de la frontière. Moi, je pensais que c'était un argument à l'époque, j'étais assez convaincu, mais je pense que maintenant c'est un argument exagéré. On peut avoir de l'autonomie sans forcément avoir de l'oppression. Et eux, voilà. Donc du coup, après, ça s'est révélé exact. Les Kosovars, ils ont créé une frontière. Du coup, il y a eu purification ethnique des Serbes. Ils ont créé d'ailleurs, c'était Kouchner qui était le pseudo-dictateur de ce truc-là pendant des années. Voilà, donc la guerre en fait en Serbie, elle a très très peu aidé à l'émancipation des Kosovars, même si formellement ils ont leur propre pays. Et ils sont plus évidemment soumis au massacre
serbes, puisque les Serbes quand même organisaient pas mal de massacres au moment des guerres des Balkans. Et d'ailleurs, la Serbie, c'était assez intéressant, ils ont fait une mini-révolution, ils ont pris leur dictateur et ils l'ont envoyé à La Haye. Et donc leur dictateur Milosevic a été condamné, il est mort en prison, envoyé par les Serbes, qui malheureusement, en fait, on leur a pas évidemment apporté du soutien, ce qui fait que maintenant ils sont très très pro-russes, les Serbes. Voilà, donc même quand ils faisaient les choses bien, on n'en a rien eu à foutre. Mais c'est donc voilà, des grosses questions classiques de l'époque. Que faire pendant la guerre du Kosovo? Qui soutenir? Ça n'empêchait pas d'être contre la guerre, hein. Tout le monde était contre la guerre. Le débat après, il était sur le Front de libération kosovar. Et puis sur l'antiracisme. Tiens, je vais aller voir ce qu'ils disent sur l'antiracisme vite fait. Qu'est-ce qu'ils disent sur l'antiracisme? Alors, donc, ouais, parce qu'en fait, en plus, il y a eu les grosses émeutes raciales cet été, là, avec des gros faf en roue libre islamophobes dans les rues. Alors, est-ce que est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'il y a un truc? Tiens. Ah, c'est toujours marrant de voir quand ils rapportent des trucs ici. Thomas Foster. Donc là, il s'agit de lutte de sans-papiers. Des jeunes de Belleville. Ah, d'accord. Donc c'était des... Ok. Eh ben... Il faudrait que je lise là. Putain, le rapport, il est long, hein. C'est long cet article. Wow. Ok. Il y a plusieurs... Ah, t'as regardé déjà s'il y avait plusieurs articles? Il y a plusieurs articles sur les jeunes de Belleville. Ok, ouais, probablement. Après, tu sais, en termes de lutte, il y a tellement peu de choses à se mettre sous la dent que... Alors, attends, parce que je voudrais trouver un truc théorique sur le racisme. Où est-ce que c'est? Attends, on va peut-être regarder ça et on va taper racisme. Voir s'ils ont écrit récemment des trucs. Je me rappelle, moi, c'est... 2020. Ok. Esme Shunara. Oui, je crois que j'avais déjà lu des trucs à elle. Sur George Floyd. Functional bias. Racial profiling. Racisme. Ouais, donc ça c'est très bien. Ok, structural racism. Nice. Faudrait que je regarde en détail. Ok. Donc ça c'est pas mal du tout. Évidemment. Ok. Ok. Ok, faudrait voir ce texte. Faudrait que je regarde un peu plus ce texte-là. Bon, le problème, c'est qu'ils sont en anglais, puis ils sont pas nécessairement hyper intéressants. Donc, ok. Bon, tout ça est-il, c'est que là, la prochaine série, la semaine prochaine, on pourra lire un autre essai intéressant de Tony Cliff à voir. Un monde à gagner, je crois que c'est son autobiographie. Je sais pas si on peut lire son autobiographie. Après, je suis surpris qu'il ait sorti les Lénine. Le truc de Lénine de Cliff, il est très très bien. Voilà. Partie et classe, peut-être lire des choses comme ça. Ok, donc je verrai. Donc on peut continuer à lire du Tony Cliff, hein, ou d'une manière plus générale sur la tendance internationaliste. Donc il doit y avoir maintenant du Chris Harman. Il y a peut-être plus de trucs de Chris Harman. Je vais aller vérifier. Bon, là, par contre, le site, il est vieillot de ouf, quoi. Alors, marxiste. Chris Harman. Sauf si vous voulez, évidemment, d'autres trucs. N'hésitez pas. Vu qu'aujourd'hui, j'ai une audience de ouf. Je ne sais pas qui sont là. Bienvenue à tout le monde.
Donc on vient de finir un bouquin, hein, donc comme j'expliquais, qui s'appelle Le trotskisme après Trotsky, et on regardait la théorie de trotskisme après Trotsky. Chris Harman, donc lui je l'ai connu, Chris Harman, et il n'y a que ça là, sans déconner. Puis c'est quoi ce site là? Oh là là. Qu'est-ce que le marxisme? Ah, la révolution perdue, ça c'est très très bien. Il est en entier la révolution perdue. Waouh. On pourrait lire la révolution perdue, vous apprendriez plein de trucs. Donc la révolution perdue, c'est la révolution du... Comment ça s'appelle? La révolution allemande. Donc l'insurrection spartakiste de 19 et comment dire, la préparation de l'insurrection de 23, l'année folle. Franchement, marxiste.org. Faut pas trop cracher dans la soupe non plus sur marxiste.org. En plus, symboliquement, ça continue la tradition des brochures moches. Ok, faut pas trop cracher. Je constate, camarade Afiza, que vous écoutez le stream, mais vous n'avez pas follow. Hein. T'as follow ou t'as pas follow? J'étais pas dans ma liste de followers. Mais c'est clairement très moche. Ça, au moins, en tout cas, s'il y a bien un truc que marxiste.org arrive, c'est que tout est moche. C'est vraiment, regardez-moi ça. Regardez-moi la pauvre photo de Chris. Regardez-moi ça, là, comment c'est mochissime. Tout est laid. Donc on aimerait bien que ce soit un peu plus joli, mais visiblement il faut pas. Donc ok, je laisse son avis. Ouais, peut-être faire le Chris Harman la prochaine fois plutôt que Cliff. Ouh, le prophète et le prolétariat. Est-ce que je lis ça? Est-ce que ça va plaire? On verra ça, je me réserve, il faut que je travaille un peu plus là parce que... Engels, ça aussi ça va plaire à des gens. Je suis sûr que... Il n'y a que ça de traduit, c'est dommage. Il faudrait peut-être en traduire plus du Chris Harman. Qu'est-ce que le marxisme, c'est lequel? Ah, mais ça, qu'est-ce que le marxisme? C'est moi qui l'ai traduit. Il n'y a pas mon nom, bande de chacals. C'est fou, ça. Alors, il faut être convaincu par les idées et les idées seulement. On va quand même pas lire parce que c'est beau. Ok. Ok, Super Fabli. T'es Team Afiza, visiblement. Non, mais c'est moche, ça, sans déconner. Faut pas déconner. Voilà, donc là, il n'y a pas mon nom dans la traduction, mais c'est moi qui ai traduit ce livre. Je signale. Juste pour flexer un peu. Ok, qu'est-ce que le marxisme? Mais oui, je me rappelle. Partie et classe, celui-là, il est très très bien. On va peut-être le lire, celui-là, partie et classe. Fais une réclamation. Non, bah non. J'aime l'anonymat, moi, tu sais. Donc tout va bien. Mais en plus, cette traduction, elle était pourrie. Et du coup, j'ai une anecdote de Chris Harman sur cette traduction. Est-ce que vous la voulez? Tant que j'ai pas des oui dans le chat, vous l'aurez pas. Il y a personne qui réagit, c'est la déprimance. Ok, bah vous l'aurez pas alors. Je l'ai déjà entendu, mais tu peux la redire. Ouais, ok. Alors là s'il y a bien un truc pour lequel je vais pas la dire, c'est bien pour ça. C'est de me rappeler que je radote. Merci, Super Fabli. Merci. Voilà. Eldaron, il se vexait. Ok, bon, on verra quand est-ce que je peux faire ça. Allez. Bon, donc je raconte l'anecdote. De toute façon, il n'y a que vous deux, visiblement, aujourd'hui, donc tout va bien. Donc j'ai croisé... Ah, mais ils ont pris la photo du jour où il a eu sa... Parce qu'il est mort en Égypte à une conf, j'espère que c'est pas là. Il avait dit ça avant. Il avait dit ça avant quoi? Ah, et allez aussi, ok. Oui, là, oui. Du coup, et donc je le croise un jour, il vient à Paris pour un des trucs de socialisme par en bas. Et je le croise et je lui dis, ah tiens, ça va et tout. En fait, c'est moi qui ai traduit ton bouquin. Je dis, bon, c'était un peu long, hein, ça m'a quand même pris une semaine. Ça m'a pris beaucoup plus qu'une semaine, mais bon, j'avais dit ça pour faire style. Et il me répond dans son style inimitable, parce que c'était quand même quelqu'un qui n'était pas un spécialiste pour parler aux humains. Et il me répond, ah mais c'est vachement plus de temps que j'ai mis pour l'écrire. Voilà. Le massacre façon Harman. Voilà. Comment la révolution fut vaincue, c'est quoi ça?
Ouh, sur 17, peut-être dire ça. Je me rappelle plus de celui-là. Ah, elle est drôle, hein, cette anecdote. Je te l'avais raconté, hein, Super Fabli, ça là. Où le mec, il m'a balancé ça comme ça. Chacal. Bref, Chris Harman. Oui, à la brèche. Ah oui, à la brèche, et je me rappelle maintenant. Effectivement, à la brèche. Je suis d'accord. Ok, donc peut-être la prochaine fois que Chris Harman, je vais jeter un œil ou un cliff, on verra. Ou peut-être faire une traduction des trucs intéressants, on verra. Ok, donc ça conclut cette série, on finit un peu plus tôt que prévu. Et, euh, et on peut revenir, hein, je pense que moi je continue de parler du capitalisme d'État, tout le monde me dit que c'est des théories de Yeuve qui servent à que dalle. Je continue de penser que une des bases du substitutisme, du trotskisme, une des bases du fait que l'auto-organisation des travailleurs est passée au second plan, je pense c'est que la forme de production étatique, il y a cette idée qu'elle est supérieure intrinsèquement. Et donc comment cette idée-là, elle vient typiquement du RSS. Ok. Voilà. Par contre, je suis beaucoup moins à l'aise, comme je vous ai dit, sur l'économie permanente d'armement. Donc peut-être que je ferai des trucs d'économie en lisant là. Ah bah tiens, à FISA, on peut lire un texte de Mandel de marxiste.org. Je suis sûr que ça te ferait plaisir, un petit Mandel. Et on va faire, c'est l'introduction à l'économie marxiste, je crois. Est-ce qu'elle existe? Bon, elle existe en livre déjà. Bon, le traité d'économie marxiste, c'est peut-être pas utile. Ah bah tu vois, du Mandel, il y en a déjà plus, hein. C'est ouf. Il a écrit des trucs bien, Mandel. Bon, il y a le traité d'économie marxiste. Je veux pas le traité, je veux juste l'introduction. Putain, c'est nul. Sur les parties d'avant-garde. Je sais pas si j'ai envie de dire ça en fait. C'est quoi ça? Tu feras ton devoir, c'est-à-dire. Ah mais il a son site web lui. Je crois que c'est le seul bouquin de Mandel que j'ai lu, Introduction à l'économie marxiste. Introduction au programme de transition, ouf. Introduction à la théorie du fascisme. Ah non, il n'y a pas. Ah, ça peut-être pas introduction à la commune. On va comparer Harman et Mandel. Oh là là, t'as pas peur toi, hein? Non, on va pas faire ça. Hein. On tire pas sur des gens. Je croyais qu'on disait pas du mal des morts. Hein. Non, on fait pas ça quand même. Franchement, le Harman sur la révolution allemande. Je vais peut-être faire ça, la révolution allemande. Plutôt. C'est un peu long quand même, non? Faut se respecter tout de suite les grands mots là. Bon, on va pas reprendre cette discussion, camarades. Ok, je réfléchis à peut-être un Mandel. Ah non, pas un Mandel, hein, quelle flemme. Grosse flemme le Mandel. Ça sera plutôt. Ah, mais Cliff, il était plus vieux que Mandel. Ça alors. Et comment. Ah, c'est ça, ok, j'ai compris. Mais peut-être le Harman. Peut-être que le Harman, c'est mieux. Oh, putain. Bref. Ah, attends, parce qu'il faut voir quand même. Avant l'orage. Ah, c'est quand même un bouquin de 300 pages, c'est un peu long à lire, hein. Peut-être pas tout lire alors, que des bouts. Ok, il en a écrit plein d'autres, hein. Mais ils sont tous en anglais, c'est ça qui est dommage. Ok, mais peut-être que maintenant les traductions elles pourraient te faire des trucs bien, je sais pas, je verrai. Ok, donc n'oubliez pas de suivre cette chaîne si vous ne le faites pas déjà. Ah, initiation. Nice. Merci, super Fabli.
Pareil, là, le site, il est super moche. Hein. Je veux pas faire ma raclette, mais on est quand même sur de la mocheté de chez mocheté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouh, c'est en français, putain, on traduit en 12 langues. Bah non, regarde, faut être honnête, le site de RP, il est pas moche du tout. Hein. Il est même plutôt joli. Hein. RP Dimanche, il pète. Désolé, je suis pas d'accord. Après, tu vas me dire, RP, c'est pas de gauche, mais je pense pas quand même. Notre site, qu'est-ce qui nous saoule là? Il faut version imprimable, ils ont pas un version. Attends, version imprimable, je m'en fous de la version imprimable. Oh non, mais sans déconner. Oh là 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 là. Non, site de gauche. Alors, on est obligé de downloader le PDF. Ah bah évidemment, ça marche pas. Alors, pourquoi je peux pas avoir la théorie? Ah mais il y est pas en fait. New website, only French is complete. Non mais sans déconner. Bon bah alors, pourquoi je peux pas avoir... Ah c'est le sommaire, ouais, mais on s'en carre du sommaire, non? Putain, non, en fait il y a le lien, mais il y a rien du tout là. Je vais être obligé de demander à la 4. Ah et par contre il y a toutes les préfaces. Ah non, ça y est. Il était juste derrière. Oh là là. Oh là 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 là. C'est long, non? Ok, bon, on peut faire ça, hein. Initiation à la théorie économique marxiste. Oh. Je sais pas si c'est une bonne idée, n'empêche. Mais celui-là, je l'ai lu. C'est aux couleurs du NPA, t'as vu? Effectivement. Bon, on va pouvoir faire ça alors. Ok, bon, on va passer le surproduit. Bon, peut-être c'est sympa. Ok. Bon, mais donc pas demain, puisque demain, je fais le truc de Palestine. Donc mardi prochain, je fais un truc sur le fascisme. Et jeudi prochain, eh ben, on va commencer Mandel. Comme ça plaira à la 4. Donc la semaine prochaine, Ernest Mandel, initiation à la théorie économique marxiste. D'ici là, eh ben, passez une bonne soirée. À bientôt, tous et toutes. Ciao, ciao, ciao.